Digitalk, le podcast qui donne la parole aux contributeurs de Nantes Digital Week, le festival du numérique pour tous. Un podcast conçu par la Cité des Congrès de Nantes en coopération avec le Digital Lab de l'Université de Nantes. Une émission réalisée par Walter Bonomo. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Digitalk, le podcast qui a pour objectif de fournir des conseils aux organisateurs d'événements de Nantes Digital Week 2021 dans une période qui, on le sait, est toujours marquée par le coronavirus. Le sujet qu'on vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est celui de la parité et plus spécifiquement dans le domaine de la communication et de l'événementiel. La parité est une des valeurs au cœur du festival Nantes Digital Week et vous l'aurez peut-être remarqué, pour cette deuxième saison des Digitalk, nous avons eu à cœur de respecter la parité en invitant à chaque fois un homme et une femme à participer à chacune de nos discussions. Pour animer ce 5e épisode, nous accueillons aujourd'hui Marianne Alanick et Eric Varin. Bonjour. 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 Je vais vous demander l'un et l'autre de commencer par le début, tout simplement peut-être en vous présentant. Qui êtes-vous ? Alors moi je suis Marianne Alanick, je suis consultante et formatrice indépendante. J'ai créé ma société Altena et je me suis donné pour mission d'accompagner les organismes qui ont des projets autour de la donnée et de l'intelligence artificielle avec une spécialisation, mais pas que, dans le secteur de la santé. Eric Varin, qu'on connaît davantage sur la place nantaise. Alors mon activité actuelle c'est le CCO, une association qui organise et qui accueille des événements, qui accueillait en tout cas jusqu'à la fermeture de la Tour Bretagne, mais on va dire que j'ai eu plusieurs expériences dans ma vie et beaucoup autour des médias, ce qui m'a sensibilisé sur la question qu'on va aborder aujourd'hui. Effectivement, puisqu'on va parler de la parité. Alors tous les deux, vous êtes organisateurs d'événements ou contributeurs de la Nantes Digital Week. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le lien avec la Nantes Digital Week tous les deux ? Alors moi je contribue, j'organise des événements depuis l'année dernière. Je contribuais donc à l'édition 2020 et à l'édition 2021. Et donc l'objectif c'est de faire découvrir un peu des aspects, notamment autour de l'intelligence artificielle, au public professionnel, mais aussi au grand public. Alors quant au CCO, on a à la fois accueilli des événements qui étaient organisés par d'autres, et puis nous-mêmes on y a participé en s'associant parfois, surtout au début, à des événements de la Nantes Digital Week en tant que producteur cette fois-ci. Alors Eric, on en discutait tout à l'heure avant l'émission. Comment est venu ce lien, cette attention particulière à la question de la parité ? Eh bien, tout simplement au constat qu'on faisait dans nos murs et puis aussi dans les médias de la rareté représentée par les femmes intervenantes à la fois dans les conférences mais aussi dans les médias. Très concrètement, et c'est encore vrai aujourd'hui, 80% des experts qui sont interviewés par des médias sont des hommes, et dans les conférences professionnelles ou institutionnelles, c'était encore pire. Donc, partant de ce constat, de ce manque de visibilité des femmes, en particulier des expertes, on en est venu à créer un projet qui s'appelle Les Fameuses, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure. On va y revenir. Marianne, votre point de vue votre point de départ est un peu différent. Comment cette question de la parité vous interpelle, vous ? Alors forcément, le milieu de l'intelligence artificielle est un milieu assez masculin, et puis même pendant mes études, j'étais un diplôme d'ingénieur et puis ensuite un doctorat en informatique. Donc forcément, c'est une question qui m'interpelle dès le début, puisque j'étais amenée très souvent dans des milieux où j'étais la seule femme, ou alors il y avait très peu de femmes, et c'est vrai que ça peut amener à certaines questions de où sont-elles ? Et par ailleurs, sur la Nantes Digital Week, vous aviez un point de vue assez singulier. Oui, avec Anne Rabot, on s'était rendu compte l'année dernière, en regardant la communication autour de la Nantes Digital Week, finalement il y avait peut-être un petit décalage entre les contributions portées par des femmes. En vérité, pour la Nantes Digital Week, c'est principalement des femmes qui coportent les événements, et puis la représentation qu'elles pouvaient en avoir. Donc il y avait effectivement des photos de femmes, mais c'était pas forcément les femmes qui étaient citées en tant que contributrices. Parfois il y avait un panel mixte, et puis c'était seulement le nom des hommes qui étaient cités. Les femmes n'avaient pas d'existence incarnée. Vous faites finalement le même constat tous les deux ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'événementiel, dans la profession événementielle, on constate que souvent les femmes sont au back-office, en tout cas dans les métiers de production, d'organisation, beaucoup moins dans les métiers techniques, et encore plus rare sur le plateau quand il s'agit de prendre la parole en public. Alors, Eric, puisque vous avez la parole, comment est venue cette idée des fameuses ? Eh bien, de ce constat d'une espèce d'injustice à ne pas voir suffisamment de femmes représenter des niveaux de compétences élevés. Et puis au-delà de cette question de justice, il nous apparaissait que ce n'était pas du tout conforme à la société dans laquelle on vivait. On rappelle que 52% des êtres humains sont des femmes. Et donc, un déséquilibre de ce point de vue-là n'était pas représentatif. Puis au-delà de ça, on se prive aussi d'un levier de transformation important, qu'il est important d'entretenir. Donc par ailleurs, Marianne, vous exercez plutôt dans une association ou militez ? Alors comment on peut dire ? Donc, je suis administratrice de l'association qui s'appelle Femmes du Digital West, qui est la première association de femmes et d'hommes agissant pour plus de mixité dans le numérique sur le territoire du Grand Ouest, donc principalement Pays de la Loire, Bretagne et Vendée. Donc notre mission, c'est de justement favoriser la présence des femmes, de valoriser les parcours des femmes dans le numérique, d'avoir un rôle, de montrer des rôles modèles en fait, de donner envie à des femmes, soit étudiantes ou lycéennes, collégiennes, de se tourner vers ces filières-là, ou alors des femmes en reconversion, de voir que l'opportunité du numérique est vraiment une chance à saisir pour elles et qu'elles y ont toute leur place. Alors, qui compose cette association ? C'est quoi les profils des membres ? Alors, tous les membres de l'association sont bénévoles et ce sont des femmes qui agissent dans le numérique, des profils très variés, de développeuses ou dans le marketing, chef de projet. Il y a vraiment tous les profils. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a une chaîne qui s'appelle We Can Be Her où on peut voir des interviews de plein de femmes très intéressantes et très inspirantes du Grand Ouest et voir la diversité des profils. Alors, tous deux, vous animez donc des collectifs avec des femmes. Est-ce que vous avez une volonté de transformation de la société ? Quels sont les objets après lesquels vous courez finalement tous les deux ? Alors, il nous faudrait, à mon avis, pour traiter cette question-là, plus de temps qu'on en aura aujourd'hui. Mais si je devais résumer, il y a deux points de vue qui peuvent constituer un peu la plateforme de notre credo. Le premier, j'en ai parlé, c'est la justice, c'est normal. Et le deuxième, c'est dommage de se priver de ce potentiel de transformation. À nos yeux, on parle beaucoup de numérique, on parle beaucoup d'environnement comme deux leviers essentiels de transformation de la société. Nous, notre credo, c'est de considérer que la question de l'égalité femmes-hommes, elle est sous-exploitée dans ce domaine-là. C'est-à-dire que ce levier, puisque la transversalité de ce sujet est totale, ça touche le domaine du numérique, on en a parlé, mais aussi de la santé, de l'éducation, du sport, et bien finalement permettrait peut-être d'imaginer une autre société et d'innover. Marianne, de votre côté, dans votre structure, la démarche pour venir adhérer à votre association, c'est une démarche militante ou c'est être dans le faire, vivre dans un collectif ? C'est quoi les ressorts ? Je pense que c'est avant tout vouloir porter les valeurs de la mixité dans le numérique et puis vouloir agir concrètement pour pouvoir toucher toutes sortes de publics. Est-ce que vous pourriez décrire quelques actions, par exemple, concrètes ? Alors des actions à destination, par exemple, du jeune public, ça va être des interventions dans les écoles, dans les universités, pour sensibiliser, témoigner de parcours et donner envie. Ça va être aussi de mettre en avant des femmes entrepreneurs ou qui ont des actions dans le numérique, notamment lors de prix ou lors d'actions de communication. Et puis également de participer à des programmes pour aider des femmes en reconversion à se tourner vers cette filière. Eric, de votre côté, quelles sont les actions au sein des fameuses ?
Bien, on en a plusieurs, on publie une newsletter, on a aussi un dispositif d'accompagnement d'entreprise sur cette question du progrès de l'égalité. Et puis notre vaisseau amiral, on va dire ça comme ça, c'est un événement qui s'appelle le Printemps des Fameuses, un peu bousculé depuis 2 ans forcément, l'édition de l'année dernière a été annulée. Cette année, on l'a transformé en 4 dates, la prochaine aura lieu le 24 juin, mixte, c'est-à-dire à la fois en public et l'autre en streaming. Et donc cette année, on concentre l'essentiel de notre activité autour de ces 4 événements. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le programme ou en tout cas les attendus de cette prochaine édition ? Bien sûr, il y a 4 dates, 4 sujets. On a annoncé la couleur en début d'année, donc à l'époque où on s'adressait nos vœux. Et donc les 4 dates correspondent à 4 mots-clés: amour, argent, santé, bonheur. Et on va, autour de ces 4-là, décliner la charge de stéréotypes qu'il peut y avoir derrière ces 4 sujets-là. Ces sujets vous tiennent à cœur. Est-ce que vous voyez une évolution rapide, progressive ou trop lente à votre goût ? Quel est votre regard sur les transformations actuelles de la société ? Au-delà du discours, est-ce qu'il y a un vrai changement des pratiques ? Alors dans le numérique, on parle de plus en plus de la place des femmes, de la mixité, mais finalement ça évolue quand même assez peu. Et quand on regarde dans l'histoire de l'informatique, il y a moins de femmes maintenant qui travaillent dans ces métiers qu'au tout début de l'informatique. Donc il faut pas penser que c'est une chose acquise et que ça va venir tout seul. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a de plus en plus d'actions qui se mettent en œuvre, mais je pense que il faut pas relâcher les efforts maintenant. Il faut vraiment venir soutenir cette transformation en agissant. Alors moi, je vais me cantonner, pour répondre à cette question, au secteur de l'événementiel, parce que sinon ça nous emmènerait trop loin. Mais oui, des progrès existent, on voit bien, en particulier que les entreprises organisatrices, et puis peut-être que cet échange qu'on a aujourd'hui en est la démonstration, se soucient, plus que jadis, d'un meilleur équilibre dans la représentation des femmes et des hommes. Maintenant, il y a encore beaucoup de chemin à accomplir. Il y a un certain nombre de recommandations peut-être qu'on peut faire, il y a des choses qui existent. Le constat, c'est que cette représentation des femmes, la mise en visibilité, s'est quand même améliorée ces dernières années. La préoccupation a augmenté. Après, est-ce que les chiffres ont vraiment changé de façon spectaculaire ? Là, c'est autre chose. Dans les médias, par exemple, on reste sur des déséquilibres importants. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qu'il faudrait transformer pour que ça évolue dans un sens d'un plus grand équilibre ? Je pense que c'est peut-être la prise de conscience qui est en train de se faire actuellement, parce que c'est déjà une première étape. Tant qu'on n'en a pas pris conscience, on ne va rien faire pour essayer de changer les choses. Ça ne va pas s'améliorer de soi. Donc c'est vrai que, là je parle pour les médias, mais je pense que souvent on dit oui, il n'y a pas forcément de femmes expertes ou on ne sait pas les trouver. Peut-être forcément on connaît notre réseau habituel et puis finalement les gens les plus représentés c'est déjà des hommes, donc à qui on pense en premier aux hommes. Voilà, c'est vrai, tout le monde... On a tous un planning très chargé. Donc peut-être d'essayer de prendre le temps de faire un petit pas de côté et puis de regarder si finalement notre réseau, on ne connaît pas finalement des gens. Il y a aussi des plateformes aujourd'hui d'expertes qui permettent de consulter et puis pourquoi pas de trouver des personnes. Et puis c'est vrai que ce souci de regarder si à chaque fois quand on va venir représenter quelque chose, est-ce qu'on prend vraiment en compte la diversité du monde, et ça compte pour évidemment l'équilibre femmes-hommes, mais aussi pour toute la diversité en général. Et ce qui compte en priorité, c'est de s'en préoccuper. Quand on organise un événement, ça doit paraître inadmissible aujourd'hui qu'on présente in fine un programme où ne figurent que des hommes. Et ça existe encore très très régulièrement. On en voit tous passer. Le nombre d'invitations qu'on reçoit tous les mois sur des événements, et c'est la même chose en webinar, puisque depuis 1 an c'est un peu plus qu'on vit, confirme que la tendance reste toujours à surreprésenter les hommes. Et alors on a tâché de démontrer que c'est une erreur
y compris pour les organisateurs, parce qu'ils commencent à se reprendre des coups d'élastique dans le nez de plus en plus, en particulier avec les réseaux sociaux. Ce type de programme commence à être allumé. Donc il y a à la fois une préoccupation qu'il faut avoir, et puis une nécessité pour des raisons de justice, mais pas seulement pour des raisons de justice, aussi parce que derrière, ça peut dégrader au bout du compte, l'offre qui est proposée, en particulier parce que le public, présent ou à distance, commence à trépigner sur le constat qui est fait d'un trop grand déséquilibre. Donc les organisateurs ont intérêt aussi de ce point de vue-là à changer les choses. Comment, au concret, au quotidien, dans votre organisation ou dans l'organisation de vos événementiels, vous prêtez attention à des gestes simples, par exemple, pour organiser cette parité? Oui, il y a un certain nombre de tips qu'on peut donner. Alors d'abord, il y a des outils. Marianne en a parlé tout à l'heure. Très concrètement, une plateforme comme Les Expertes, qui a été créée par France Télévisions il y a maintenant 8 ans, c'était en 2012, sert à identifier sur n'importe quel type de sujet des femmes qui peuvent intervenir dans les médias ou dans les conférences. Les fameuses, c'est au niveau local. C'est une forme de transposition. Exactement. Après, il y a aussi des initiatives comme Jamais sans elles, qui est un collectif mixte de femmes et d'hommes qui se sont engagés à ne jamais participer à une conférence, un plateau, s'il n'est pas mixte. Et je connais des hommes qui ont annulé leur participation parce qu'ils n'étaient pas accompagnés de femmes. Donc là, ça peut aussi être très concrètement un moyen incitatif. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont déjà intéressants. Alors après, on peut aussi penser à tout ce qui va être... parce qu'il y a la parité, voilà, une personne, Jamais sans elle, c'est vrai que c'est une personne sur le plateau, donc c'est toujours mieux. Après, on peut aussi, pourquoi pas, se donner des objectifs, donc c'est-à-dire venir chiffrer concrètement. Voilà, si on organise un événement, combien est-ce qu'on a envie d'avoir à minima de femmes sur scène? Est-ce que ça va être une femme par panel? Est-ce qu'on se fixe un objectif de 40 ou pourquoi pas 50%? Mais voilà, peut-être raisonnablement de se dire en dessous de 40%, ça va. Voilà, mais peut-être se donner des outils pour venir mesurer en fait les progrès qu'on fait et pas juste avoir une impression, mais avoir finalement des indicateurs un peu plus tangibles pour pouvoir après réfléchir et puis si ça fonctionne pas, mettre un plan, voir comment on peut y remédier. Il y a aussi des labels qui existent, par exemple à l'occasion du G7 qui a été réuni à Biarritz, comme c'était en France et qui avait une préoccupation affichée d'égalité femmes-hommes, etc. Et que forcément, plus on monte dans les étages, moins on y voit de femmes. Le G7, il n'y avait pas beaucoup de femmes à part Angela Merkel. Donc il y a eu une volonté de contrepoint et il y a un label qui a été créé, qui est piloté par l'AFNOR et qui maintenant peut servir sur d'autres événements. C'est intéressant justement de critériser. Comme le dit Marianne, les indicateurs sont un premier moyen d'objectiver, mais il peut y en avoir d'autres pour mesurer les progrès, se fixer des objectifs. Et puis, il y a d'autres labels, comme par exemple des labels éco-responsables, qui sont de plus en plus utilisés par des organisateurs d'événements. Il y en a un ici, Rêve, qui mesure la responsabilité environnementale des organisateurs d'événements, mais aussi les questions de la parité, il y a des critères qui sont liés à ça. Donc ça peut aussi consister à s'appuyer sur ces labels pour être accompagné par une forme de cahier des charges. Et ça fixe un engagement. Donc c'est intéressant. Dans le cadre de notre échange, peut-être que vous avez envie de vous poser quelques questions mutuellement à l'écoute de ce qui s'est dit. Moi, j'en ai une pour Marianne peut-être sur la façon dont est perçue sa préoccupation sur cette question de la parité quand elle annonce la couleur dans le cadre de l'organisation d'un événement. Comment c'est perçu? Alors j'ai jamais eu annoncé la couleur, donc c'est vrai que finalement je me pose la question même parce que pour les événements que j'organise en tant que contributrice à la Non Digital Week, en fait il y a principalement des femmes, donc ça va plutôt être finalement de trouver quelque chose d'inverse, d'ajouter des hommes dans ces événements. Donc je pense que de manière générale, ça dépend avec qui on souhaite travailler et qui on souhaite inviter. Maintenant, je trouve que, voilà, on parlait tout à l'heure, est-ce que ça va dans le bon sens? Les gens, quand même, aujourd'hui, sont de plus en plus sensibilisés à ça et sont de moins en moins surpris de ce type de requête. Donc, voilà, c'est plutôt positif. Alors ça, c'est une question intéressante, effectivement, que on peut avoir
aussi tendance à renvoyer le balancier dans l'autre sens et la volonté de surmédiatiser un certain nombre de femmes. Ça ne crée pas l'équilibre, mais ça renvoie le balancier dans l'autre sens. Avec les fameuses, c'est aussi ce qu'on fait. On parle d'égalité femmes-hommes, il faut reconnaître que sur ce sujet-là, la majorité des expertes sont plutôt des femmes, les chercheuses, etc. Donc on pourrait s'appliquer à nous-mêmes ce problème de parité, puisqu'on l'envoie dans l'autre sens. Moi, je pense que sur les événements, la première chose, après cette préoccupation nécessaire à avoir quand on organise sur la parité, c'est de se fixer des objectifs, des indicateurs, mais c'est aussi de savoir reconnaître et d'annoncer quand on ne les a pas atteints. C'est-à-dire que à l'impossible nul n'est tenu, il y a certains secteurs ou certaines circonstances qui feront qu'on présentera un plateau déséquilibré, quoi qu'il arrive, malgré les efforts qu'on a pu consentir. Mais dans ces cas-là, le minimum, c'est peut-être de l'annoncer, de le souligner pour que ça ne paraisse pas être quelque chose d'évident. On a essayé, on a fait un effort, ou en tout cas, on n'est pas obligé de le présenter comme ça, mais en tout cas, souligner que la situation qu'on présente est d'une certaine manière aberrante. Et ce qu'on dit sur la question de l'égalité femmes-hommes veut aussi pour la diversité dans son ensemble. Puisque, par exemple, sur la question des origines, et puis aussi sur d'autres critères de diversité, on peut parfois regretter un manque de représentation de la société dans sa diversité. Il me semble que le critère le plus facile à équilibrer, c'est celui entre les hommes et les femmes, puisque c'est à peu près 50-50. Marianne, est-ce que vous auriez une question à poser à Eric ? Est-ce que par exemple, dans l'organisation d'un événement, peut-être dans les fameuses, est-ce qu'il y a des personnes qui ont refusé de participer à ce genre d'événement parce que justement c'était un événement peut-être orienté une cible majoritairement féminine. Des fois, il va y avoir ce genre de critique de dire mais voilà, pourquoi faire des événements, par exemple des prix que féminins, ou pourquoi mettre en avant des femmes, où sont les hommes, et d'avoir un peu ce revers extrême. Et comment vous répondez à ça ? Alors, où sont les hommes ? Vous l'entendez, il y a un attachement à ce que, justement, dans ce collectif, il y a aussi des hommes. Là, il se trouve que je le porte aujourd'hui, et puis en règle générale, mais donc il y a cette première dimension. Ensuite, jamais de refus pour participer à l'événement en tant que speaker, que ce soit de la part d'un homme ou d'une femme. Et sur la participation en tant que public, on constate que quels que soient les moyens qu'on déploie, on plafonne à 13, 14, 15% de participants masculins à ces événements, parce que le sujet de l'égalité femmes-hommes est considéré comme un sujet qui doit intéresser avant tout les femmes. Moi, je considère que c'est presque l'inverse qu'il faudrait, et j'essaye d'en convaincre parce que ce sujet est absolument passionnant, mais pour l'instant, il faut être modeste, ça prendra du temps, puis surtout, il faut éviter de passer pour des ayatollahs. Moi, j'ai une question à Eric. À quel moment vous vous êtes dit « c'est vraiment un sujet qui m'importe, c'est un sujet que j'ai envie de traiter, c'est un sujet que j'ai envie de porter ». Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur ou c'est une progression ? Alors, je pense que je vais donner mon âge, j'ai 58 ans, donc je pense que je suis aussi d'une certaine manière un homme de ma génération, c'est-à-dire que la question de l'égalité femmes-hommes, quand on a mon âge, c'est-à-dire qu'on est collégien dans les années 70-80, on est confronté à un certain nombre de sujets qui arrivent, comme par exemple la contraception, dont on est les premiers à bénéficier, des choses comme ça, qui font que finalement, la question de l'égalité femmes-hommes, quand j'étais adolescent, elle était assez naturelle. Et le constat, plus on avance dans le temps, c'est qu'il y a des crispations qui existaient déjà à cette époque-là, mais qui sont de plus en plus importantes, et on ne comprend pas pourquoi. Puis après, j'ai un tas de raisons, y compris personnelles, mais l'élément déclencheur, c'est 2012, cette histoire que je vous ai racontée au CCO, dans les médias, et puis cette forme d'incompréhension à constater ce déséquilibre qui ringardise aussi d'une certaine manière ce qu'on présente au public. On n'est pas dans l'air du temps. Et c'était important de s'intéresser à ce sujet-là, et puis plus on se documente, plus on comprend que c'est un sujet majeur, essentiel. Marianne, alors j'imagine qu'en tant que femme, ça doit être différent, la trajectoire ?
Oui, forcément, moi je suis venue à ça parce que j'étais confrontée à certaines choses. Mais finalement, même si depuis mes 17 ans, après quand j'ai commencé mes études, j'étais principalement entourée d'hommes. Et finalement, je voyais ça comme un état de fait. Et finalement, oui, j'avais choisi une filière où il y avait principalement des hommes et c'était pas très grave. Et c'est plus quand je suis arrivée dans la sphère professionnelle où là, finalement, j'ai beaucoup plus constaté soit des actes de sexisme, soit des chances qui n'étaient pas les mêmes pour tous et toutes, finalement. Et finalement, je m'en suis plus rendu compte pas parce que ça m'atteignait moi, mais parce que ça atteignait les gens autour de moi. Donc d'être plus confrontée à ça, et puis de fil en aiguille, je me suis intéressée à toutes ces questions et de me dire mais finalement qu'est-ce qui se passe, et de se rendre compte que dans certains milieux, si par exemple on prend le milieu de la santé, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, je m'étais dit c'est un milieu traditionnellement féminin, donc normalement je vais travailler avec des femmes. Et en fait, non, de se rendre compte que je continuais à travailler qu'avec des hommes parce que les personnes qui étaient directeurs de service, qui prenaient une décision, c'était des hommes, même si tout le monde... Donc il n'y avait pas cette représentativité-là non plus, et il y avait un tel décalage que ça pouvait qu'interpeller et de voir mais qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et c'est justement pour ça que les événements ne sont pas anodins, puisqu'il donne à voir une évolution possible de la société. Alors Marianne a parlé des rôles modèles, c'est important, c'est incitatif, c'est plus représentatif, c'est plus juste, et puis petit à petit, c'est peut-être plus transformateur de la société. Non pas parce que les femmes seraient meilleures, ou qu'elles tiendraient un discours radicalement différent, ça arrive, mais c'est pas seulement ça la raison. C'est que la diversité, qu'elle soit genrée ou sur d'autres critères, est une vraie richesse. Bon, ça paraît être une lapalissade que de le dire, mais testons-la. Testons-la vraiment. Et c'est une richesse, et c'est une question aussi d'équité. Oui, complètement. Que tout le monde puisse avoir la chance et les mêmes opportunités de contribuer à la société. Comme ce podcast est conçu comme un temps de partage, si vous aviez un conseil à donner à des organisateurs d'événements qui n'ont pas encore intégré cette problématique dans leur organisation, quel conseil simple ou moins simple que vous pourriez leur apporter? Par quoi commencer, par exemple? Commencer par prendre cette dimension en compte. Et puis déjà de faire peut-être un bilan sur les événements passés, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'effectivement il y avait un problème ou pas. Peut-être que le constat c'est de se dire qu'il y a certains événements où il n'y a pas naturellement ce type de problème, peut-être parce que c'est la thématique ou la typologie de l'événement. Mais déjà faire un constat et puis ensuite se poser les questions de quoi faire pour améliorer les choses. Mais Marianne en a parlé tout à l'heure, c'est d'objectiver, c'est-à-dire se donner des objectifs et des indicateurs, des façons de le mesurer. Tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc se dire, il faut au minimum, c'est la première marche cette année, 30%. Il faut bien dire que quand on organise un événement, on est parfois obligé de faire avec un matériel existant, un matériau existant. Quand on fait un événement interne dans une boîte et que les cadres qui doivent intervenir sont tous des hommes, il faut faire avec. Maintenant, rien n'interdit de faire un effort d'imagination. D'abord de souligner, ce ne sont que des hommes qui vont parler, c'est une anomalie, l'année prochaine on essaiera de faire mieux. Ensuite, c'est de compenser. En faisant intervenir plutôt des animatrices que des animateurs. Puis après, essayer aussi de faire preuve un peu de créativité. Après tout, pour faire passer un message, on n'a pas forcément obligé d'entendre systématiquement le directeur. Ça peut être plus malin d'aller chercher des collaboratrices qui parfois seront plus justes aussi et plus étonnantes dans leur témoignage que le discours peut-être un peu plus formaté d'un dirigeant. Donc la question éditoriale, elle est importante. On n'est pas obligé d'enfoncer les portes ouvertes en laissant systématiquement la parole à ceux qui l'ont toujours. Enfin, pour conclure, vous avez peut-être des lectures ou des ressources qui vous ont inspiré l'un et l'autre et qui ont irrigué votre réflexion sur ce sujet de la parité?
Alors moi je réduirais un petit peu le sujet, mais tout autour de l'intelligence artificielle, je peux vous recommander un livre qui s'appelle Intelligence artificielle pas sans elle, qui a été du coup produit par le laboratoire de l'égalité et qui est un petit ouvrage très court et qui donne toutes les clés pour comprendre quels sont actuellement les problèmes, les discriminations liées à l'intelligence artificielle sur le genre, mais pas que, et puis comment y remédier et pourquoi c'est important de se saisir de ces enjeux-là, puisque l'intelligence artificielle devient une vraie composante de la société aujourd'hui. Alors, même chose, je vais restreindre le champ, parce que franchement, quand on veut se documenter sur ce sujet, c'est hyper facile d'accès. Il suffit d'aller sur Internet, vous allez voir la quantité d'ouvrages qui sont publiés chaque année sur ce sujet, et écouter des podcasts, c'est d'accès extrêmement facile et c'est passionnant. Et vous avez, comme pour tout, des commentaires qui vous permettront de faire le tri. C'est pas un ouvrage ou quelque chose qui t'a... Sur le sujet de l'événementiel ou des médias, je peux faire quelques recommandations. Il y a Isabelle Germain, par exemple, qui est l'éditrice de la Nouvelle News, une newsletter sur la place des femmes dans les médias, ou en tout cas l'actualité vue du point de vue des femmes, et qui vient de sortir un bouquin sur la place des femmes dans les médias, qui est très intéressant et très éclairant. Vous avez aussi peut-être, parce qu'on dit parfois que les femmes ayant moins l'habitude de prendre la parole ont besoin d'être accompagnées, etc. Certaines peuvent l'éprouver, c'est vraiment pas le cas de toutes. Il y en a la majorité sont très à l'aise. Mais si jamais c'était ça l'enjeu, Béatrice Toulon, par exemple, a fait un bouquin qui s'appelle « Vous avez du charisme », qui donne un certain nombre de tips sur la prise de parole en public. Donc ça peut être des choses comme ça. Et puis après, si parfois on veut comprendre pourquoi c'est plus difficile de convaincre une femme de prendre la parole parce qu'elle ne se sent pas légitime ou qu'elle n'a pas le temps, un truc sur la charge mentale, comme par exemple le bouquin de Titu Lecoq, c'est on va dire un basique. Un grand merci à tous les deux pour ce temps de partage et d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous dans nos studios à la Halle 6 de l'Université de Nantes. Découvrez ce nouvel épisode de Digitalk chaque mois, d'avril à septembre 2021. Un podcast à écouter sur les sites internet des partenaires, mais également sur les plateformes d'écoute Aosha, Deezer et Spotify.